Alors aujourd'hui, il est question de répondre à un argument qui est souvent très classiquement opposé au référendum, à savoir l'argument selon lequel le référendum introduirait finalement un risque populiste ou plébiscitaire ou démagogique et serait ainsi susceptible de menacer la démocratie dans ses fondements. Alors, moi, quand j'étudie un sujet, j'apprécie au préalable de définir le terme dont il est question aussi précisément que possible, afin que, tout simplement, chacun sache de quoi on parle vraiment. Alors, le premier problème à cet égard, c'est que quand on parle de populisme ou de dérive plébiscitaire, bah, le populisme, c'est une notion qui est assez nébuleuse, hein, puisque on entend parler tantôt d'un populisme d'extrême gauche, d'un populisme d'extrême droite. J'ai même récemment entendu quelques intellectuels parler d'un populisme d'extrême centre, donc ça, c'est à nous faire tourner la tête. À vrai dire, on a un peu l'impression quand même que le populisme, c'est le terme assez commode pour désigner l'autre, c'est-à-dire celui qui ne pense pas comme nous, un peu de la même manière que Sartre qui disait, la citation est célèbre, l'enfer c'est les autres. Alors, d'où ma première observation, pour en revenir au référendum. Si la notion de populisme, c'est une notion finalement assez vague, bah, peut-être bien que par effet domino, la critique référendum égale populisme, elle encourt également le même reproche, à savoir que c'est une critique elle-même assez vague et finalement assez peu rigoureuse. Alors, pour faire simple et par convention, on pourra néanmoins admettre que le populisme désigne de manière générale un état d'esprit qui consiste à instrumentaliser le vote populaire à des fins autoritaires en sollicitant moins la raison des individus que l'instinct des foules, alors de différentes manières, en jouant sur les peurs, en rejetant systématiquement le système en place ou encore en procédant à la critique sans nuance des personnes au pouvoir, hein. C'est Trump aux États-Unis, c'est Orban en Hongrie, ou on l'a même dit quelquefois de Madame Meloni en Italie, et la liste serait assez longue. Alors, quid du référendum hein, dans tout cela? Est-ce que le référendum, il comporte un risque de dérive populiste ou autoritaire? Alors, j'ai tendance à répondre en première intention, en fait, oui et non, ou tout du moins pas plus que les autres processus de décision démocratique. Je donne un seul exemple. Quand on est français, on a beaucoup en tête le régime de Vichy, qui est le dernier régime autoritaire que la France ait connu. Et le régime de Vichy, c'est un régime qui avait été porté au pouvoir non pas par un vote populaire, mais bien par un vote parlementaire, c'est-à-dire le fameux vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en juillet 1940 hein, par la quasi-totalité des députés et sénateurs réunis pour l'occasion, à l'exception de 80 d'entre eux, c'est pas beaucoup, qui avaient voté contre. Alors, ce contre-exemple, qui est très connu chez nous, il inflige déjà un certain démenti à l'idée que bah, finalement le référendum ce serait un risque de dérive populiste ou autoritaire et que les parlementaires seraient finalement des gens beaucoup plus aptes à décider. Alors, en effet, moi, je pense qu'à la lumière de cet exemple et de bien d'autres, hein, on a tort de soupçonner le vote populaire de vouloir œuvrer dans un sens autoritaire, voire liberticide. Si on va pas très loin de chez nous en Suisse, hein, en Suisse, ce sont des référendums qui ont accordé le droit de vote aux femmes, hein, canton par canton, et c'est un référendum à l'échelle fédérale qui avait aboli la peine de mort. Beaucoup plus loin de chez nous, en Afrique du Sud, ce sont bien des électeurs, alors des électeurs blancs, je précise, qui par référendum ont aboli l'apartheid en 1992. Et à l'époque, l'oligarchie blanche qui était au pouvoir, elle était beaucoup moins emballée que l'immense majorité de la population blanche qui, elle, avait voté pour cette abolition. Donc, tous ces exemples, et on pourrait en citer beaucoup d'autres, pour dire que bah, on a tendance à supputer un peu trop rapidement que des parlementaires élus seraient des gens forcément plus responsables que les électeurs eux-mêmes. Mais on l'a vu, c'est un préjugé qui a parfois la vie dure et qui n'est pas toujours validé par les faits, loin s'en faut. Alors pourquoi est-ce que ce préjugé est souvent invalidé par les faits? Bah, parce que les parlementaires sont finalement des êtres humains comme les autres et ils peuvent eux aussi être en proie à des excès ou à certaines peurs, hein. La première peur du parlementaire, même en dehors de tout régime autoritaire, bah, c'est tout simplement la peur de ne pas voir son investiture renouvelée s'il ne vote pas dans le sens qu'on lui indique. Et ça,
C'est terriblement humain et donc c'est terriblement réel. Par exemple, en 2005, en France, un référendum a dit non au projet de constitution européenne et pourtant, si ce projet avait dû être ratifié non pas par référendum mais par le Parlement, c'est très certainement le oui qui l'aurait emporté, tout simplement parce que les députés et sénateurs, ils auraient obéi aux consignes de vote de leurs groupes respectifs, ils auraient eu peur de s'en écarter, bien que beaucoup d'entre eux, beaucoup plus qu'on l'a dit, étaient personnellement très réticents au projet de constitution européenne. Donc tout ça pour dire qu'un parlementaire n'est pas forcément quelqu'un de plus libre qu'un électeur qui vote dans le secret de l'isoloir. Et quand on est, alors cette fois, en période autoritaire, les parlementaires, même bien intentionnés, ils peuvent tout à fait, ça s'est déjà vu, voter des lois liberticides si leur propre intégrité, par exemple, est elle-même menacée. C'est par exemple ce qui est arrivé sous la terreur révolutionnaire. Alors, je conviens que ça nous renvoie assez loin à remonter le temps, mais sous la terreur révolutionnaire, c'était bien des parlementaires qui siégeaient à la Convention, qui votaient parfois pour des lois qu'on pourrait qualifier de scélérates, pas tant parce qu'ils y adhéraient eux-mêmes que parce qu'ils avaient tout simplement peur de ce qui leur arriverait s'ils votaient contre. Alors que si à la même époque ces lois avaient été soumises au référendum, peut-être auraient-elles été rejetées, parce que la plupart des Français, notamment dans les campagnes, mais pas que, ils aspiraient ni plus ni moins au retour de la paix civile. Donc, en définitive, on s'aperçoit que pour un dirigeant qui aurait des tendances ou des propensions populistes ou autoritaires, il est finalement beaucoup plus facile de manipuler quelques centaines de parlementaires, surtout quand ces derniers lui doivent tout, que de manipuler des dizaines de millions d'électeurs, parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai pas dit que c'était impossible, mais concrètement, c'est plus compliqué. Donc, ma première conclusion, c'est que la démocratie directe, elle est finalement pas plus exposée aux dérives autoritaires que ne le serait la démocratie représentative, et j'ai même tendance à dire qu'elle l'est dans l'ensemble plutôt moins. Alors, il est vrai qu'on a parfois observé de vrais plébiscites dans l'histoire, ou à une époque plus récente, au XXe siècle, non pas des plébiscites, mais peut-être des dérives plébiscitaires dans le cadre de référendums. Alors, des exemples, on n'en trouve finalement pas beaucoup. Alors, à la période plus ancienne, on peut penser par exemple au plébiscite pendant la période de l'Empire. Enfin, il faut quand même préciser, pour rapidement évacuer ces exemples, que c'était une époque où au moins 70% des Français ne savaient ni lire ni écrire et où le vote était d'ailleurs pas totalement libre. Une illustration, à cette époque, il n'y avait pas d'illusoire dans les bureaux de vote. Les isoloirs sont arrivés en 1902. Donc, comparer cette époque à aujourd'hui, ça relèverait du fantasme. Alors, à une époque plus récente, on a assisté à certaines dérives plébiscitaires, c'est-à-dire lorsque le référendum est en réalité instrumentalisé dans le but de consolider le pouvoir en place. Par exemple, lors du référendum de 1969 qui portait sur un projet de régionalisation, la vraie question posée aux Français entre les lignes, c'était en fait: voulez-vous ou non que le général de Gaulle reste au pouvoir? Et on sait que les Français ont répondu par non à une courte majorité. Alors c'est vrai que ce référendum-là, c'était une dérive plébiscitaire, mais pour autant on ne doit pas en tirer des conséquences excessives. D'abord parce que l'événement en cause, il n'est pas si grave dès l'instant où l'intéressé lui-même avait loyalement joué le jeu et remis sa démission dans la foulée de la victoire du non. Et ensuite parce que on dira qu'une hirondelle ne fait pas le printemps, et des exemples comme celui-ci dans l'histoire des 100 dernières années, moi j'en ai pas trouvé d'autres. Et la confusion qu'il faut éviter absolument, c'est la confusion regrettable entre le positionnement qu'on peut avoir sur le principe du référendum, d'une part, et les éventuels abus du référendum, d'autre part. Et on ne parle pas de la même chose. Et en la matière, on ne va surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain, passez-moi l'expression, et dire, puisqu'on peut en abuser, le référendum, c'est pas bien. C'est un peu comme si, dans un registre différent, au motif que certains salariés abusent parfois du code du travail, et ça existe, on décidait d'en tirer la conséquence qu'il faut abroger le code du travail, idée totalement idiote. Donc il est vrai qu'on peut parfois abuser du référendum, mais pas abuser du référendum plus qu'on peut abuser finalement de tout. Alors, certains disent qu'afin d'éviter les dérives potentielles du référendum, il convient
de cantonner absolument le référendum à des questions très simples, hein, pour que les questions posées ne puissent pas être détournées de l'objectif qui leur appartient. Alors on peut penser par exemple un référendum sur le maintien ou non du service national ou peut-être prochainement sur l'aide à mourir. Et les mêmes personnes assez critiques à l'égard du référendum ajoutent qu'à contrario, un référendum sur le traité de Maastricht ou sur un projet de constitution européenne, donc 1992 et 2005, ça en revanche, c'était pas souhaitable et qu'il était à l'époque une erreur d'organiser des référendums sur ces questions-là. Alors, moi, pour ma part, je dois m'avouer assez peu convaincu par ce distinguo, et pour différentes raisons. La première raison, c'est que on a déjà vu des référendums portés sur des questions très simples et qui étaient pourtant de véritables plébiscites. Par exemple, en 1851, la question posée aux Français, c'était: voulez-vous que Louis-Napoléon Bonaparte soit président à vie? Donc, c'était une question on ne peut plus simple et qui, pour autant, n'a pas prémuni cette consultation populaire d'une dérive autoritaire. Et d'ailleurs, c'est l'Empire qui a été rétabli dans la foulée. La deuxième raison, c'est que lorsque les questions posées sont en première apparence plus complexes, je pense notamment au référendum de 1992 et 2005, en fait, il s'agit de questions peut-être un peu plus techniques, mais pas pour autant des questions compliquées dont il aurait pu résulter que l'électeur ne répondait pas en fait à la question posée. Et je renvoie à ma précédente vidéo où j'indiquais pourquoi les référendums de 1992 et 2005 sur les questions européennes ne posait absolument pas des questions compliquées, contrairement à ce qui a souvent été dit. Alors, quand on a dit qu'en 2005, les Français n'avaient pas répondu à la question posée, c'est en réalité plutôt qu'ils n'avaient pas répondu ce que l'exécutif alors en place aurait souhaité qu'ils répondent, et c'est pas pareil. Parce qu'à contrario, en 1992, les Français avaient répondu oui au traité de Maastricht, et c'était la réponse espérée par l'exécutif de l'époque. Et à ce moment-là, personne ne s'est absolument jamais demandé si les Français avaient vraiment ou pas répondu à la question. Donc autrement dit, le mythe qui voudrait que les gens ne répondent pas à la question posée, mais chercheraient plutôt à désavouer ou au contraire à plébisciter le pouvoir en place, c'est largement un narratif qui a été construit rétrospectivement et en particulier postérieurement au référendum de 2005. Et j'en veux pour exemple qu'en 2015, lors du 10e anniversaire de ce référendum, une enquête d'opinion, elle avait mis en évidence de manière extrêmement claire que si ce référendum avait eu lieu à ce moment-là, c'est-à-dire 10 ans après sa date réelle, eh bien le non l'aurait également emporté 10 ans plus tard. Donc, on en vient finalement à relativiser très fortement l'idée selon laquelle ce référendum de 2005, qui fait encore aujourd'hui beaucoup parler, aurait pu dériver en opération populiste supposée avoir conduit les électeurs à répondre à côté de la question. C'est absolument pas le cas. Et si on veut éviter une telle dérive, je dirais que le meilleur remède préventif, c'est finalement d'organiser très souvent des référendums. A contrario, imaginons que, par exemple, le président de la République, aujourd'hui, soit élu à vie et que, par conséquent, on ait une élection présidentielle une fois tous les 20 ans, ou voire même une fois tous les 30 ans, ou peut-être même plus. Dans cette hypothèse-là, l'élection présidentielle, elle serait à coup sûr à chaque fois une foire d'empoigne incontrôlable et dans laquelle les candidats les plus populistes auraient évidemment toutes leurs chances. Donc pour les référendums, c'est la même chose. Si on veut que les référendums se déroulent de manière saine et apaisée, il ne faut pas en organiser un tous les 20 ans et pourtant cela fait aujourd'hui bientôt 20 ans que la France n'a pas connu de référendum. Donc je conclus cette vidéo en disant qu'aucun des arguments généralement avancés pour pointer le risque de dérive populiste ou autoritaire du référendum ne m'apparaît convaincant. Et en réalité, il m'a même paru que ces arguments étaient pour la plupart des arguments assez spécieux.